Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau FPI Live dans nos studios et je suis ravi de vous voir aussi nombreux ce matin pour discuter, échanger sur le carnet d'information du logement. Et j'ai donc le plaisir... Pardon pour ce petit incident. J'ai donc le plaisir d'accueillir autour de cette table Manuel Cuadrado, vice-président du GIP, qui est avec nous en duplex. Bonjour Manuel. Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre accueil. C'est très important pour moi. Donc voilà, désolé de ne pas être avec vous, mais il y a des impératifs. Donc voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Puis je suis là. Merci. Merci Manuel. Et autour de la table dans le studio, Asma Ben Mansour de Séquence. Bonjour Asma. Bonjour. Pascal Riwal de la société EDF. Bonjour. Et Bertrand Leclerc de la société Cléa, Espace numérique du logement. Pour le groupe Qualitel. Pour le groupe Bonjour Qualitel. À tous. Merci Bertrand. Eh bien écoutez, je vous propose donc de démarrer et je rappelle à nos auditeurs que bien sûr, ils peuvent poser leurs questions sur le fil de conversation. Donc vous avez un chat, n'hésitez pas à poser vos questions et nous ferons le maximum pour y répondre en live puisque c'est le principe du FPI Live. Alors la question que nous nous posions c'est quelles contraintes, quelles opportunités sur ce carnet d'information du logement qui est donc devenu obligatoire, enfin de par la loi depuis un moment, mais qui a vu les décrets d'application qui ont été publiés fin d'année dernière. Et donc on va regarder ensemble quels sont ces textes. Alors déjà, Bertrand, Pascal, peut-être Asma aussi, une longue genèse, ce carnet d'information du logement. Il s'est d'abord appelé carnet numérique du logement. Il y a eu des premiers travaux sur la digitalisation d'un carnet de santé du bâtiment auquel le plan bâtiment durable a consacré un rapport en 2014. Une intégration, des expérimentations, une annulation de décret par le Conseil d'État dans la loi précédente, et puis enfin ces fameux décrets qui ont été publiés le 27 décembre 2022. Alors, vous avez là, merci Bertrand d'avoir fait ce travail de synthèse de l'historique, de l'histoire de ce carnet d'information, carnet numérique du logement. L'idée de base du législateur, et vous avez vu, ça a été donc remis dans 3 lois différentes, donc il y a une vraie constance. Il y a de la persévérance, on peut dire qu'il y a de la persévérance de la part du législateur pour arriver à ses fins. Il y a une vraie constance sur le législateur qui a voulu absolument arriver à ses fins. Alors peut-être pas comme il le souhaitait au départ, mais l'idée de fond reste la même, c'est-à-dire comment transmettre à des acquéreurs de logements, qu'ils soient particuliers ou professionnels, des informations qui soient utiles pour la bonne gestion, la bonne maintenance de l'ouvrage à travers le temps. Et je vais dire que ça va être notre fil conducteur. Et peut-être en quelques mots, juste voilà, un petit mot sur les tentatives précédentes. La loi de transition énergétique, elle était trop approximative, on va dire, en termes de cahier des charges, et du coup, elle n'était pas applicable. La seconde, qui est la loi Elan, elle a été considérée par le Conseil d'État comme, au contraire, trop ambitieuse, une marge trop élevée. Et donc comme potentiellement un frein aux transactions immobilières, et c'est la raison pour laquelle ça a été rejeté à l'époque. Voilà. Et entre-temps, des expérimentations. Pascal, Bertrand, vous y étiez, vous avez proposé des solutions de plateforme, de tiers de confiance, puisque un des enjeux à l'époque était aussi de créer de la confiance sur la transmission d'informations et la maintenance dans le temps de cette information, et vous verrez que ça reste un sujet complet entier qu'on abordera avec Asma, puisque Asma, je crois que c'était votre fil conducteur, c'est ça, c'est la fiabilité de l'information dans la gestion de vos ouvrages. Tout à fait. En tant que bailleur constructeur et gestionnaire de son patrimoine, l'idée c'était vraiment de pouvoir avoir cette continuité d'information dès la phase conception, ensuite réalisation, pour la phase la plus longue qui est la phase gestion-exploitation. Donc l'idée c'était de définir ce qu'on voulait en gestion, ensuite essayer de le faire vivre dès les premiers jets du projet. D'accord.
On aura l'occasion donc de revenir plus en détail sur ce que vous avez développé chez Séquence depuis plus de 2 ans maintenant. Alors, les textes, vous le savez, hein, donc depuis le 1er janvier 2023, toutes les opérations qui ont fait l'objet d'un dépôt de permis de construire, donc c'est la date de demande de permis de construire qui fait foi, doivent produire un carnet d'information du logement qui doit être remis à la livraison de l'ouvrage. Alors, on va rentrer dans le détail, mais je voulais vraiment insister dès le départ auprès de vous tous sur le fait que ça implique quoi immédiatement? C'est-à-dire que vous devez le demander à vos partenaires, vos maîtrises d'œuvre et vos entreprises. Si vous ne demandez pas d'informations, vous n'aurez pas d'informations. Donc voilà, on pourrait se dire finalement, on a le temps, c'est à la livraison de l'ouvrage, on s'en fiche, on verra ça plus tard. Alors, je vais être caricatural et je sais qu'aucun d'entre vous ne fait ça, mais parfois la tendance pourrait être de dire je fais un dossier des ouvrages exécutés à la fin de l'ouvrage qui n'est qu'une compilation de catalogues commerciaux en PDF que je mets dans des cartons et que j'envoie au maître d'ouvrage ou à l'investisseur. Mais ça n'arrive jamais. Ouais. Non, ça n'arrive jamais. Je ne parle que de choses qui n'existent pas. Il ne reste pas moins que voilà, l'objet qui va être là, c'est pour pouvoir donner des informations fiables, à tout le moins, il faut pouvoir les demander à ceux qui les produisent, donc les entreprises, les maîtrises d'œuvre et les industriels, et on donnera la parole à Manuel tout à l'heure. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus? C'est que le sujet que, moi, à mon sens, le décret n'aborde pas, c'est bien ce sujet de fiabilité de l'information qui est transmise à la fin. C'est un peu le trou dans la raquette, si j'ose m'exprimer ainsi. La valeur de ce dispositif, elle ne réside que dans la complétude et la fiabilité, l'exactitude de l'information. C'est une certitude, c'est l'un des enseignements majeurs des expérimentations qu'on évoquait, notamment en 2017 avec le plan de transition numérique dans le bâtiment, c'est qu'effectivement un carnet qui a une information obsolète ou partielle, il n'a aucune valeur, voire il est dangereux. Ouais, il est dangereux. Donc c'est absolument fondamental. Ouais. Et aussi la question de responsabilité, de la fiabilité de cette information qui doit se poser. Qui est responsable de fiabiliser et de donner la bonne information? Ne me faites pas dès à présent la conclusion, cher Asma. Alors, les textes. Donc, on est dans la loi dite climat résilience du 22 août. Le carnet d'information est donc établi lors de la construction d'un logement et ou lors de la réalisation de travaux de rénovation qui ont une incidence sur sa performance énergétique. Comme je sais que vous êtes pour la plupart dans le neuf, nous nous focaliserons sur la réalisation du neuf, mais attention à ceux qui font de la rénovation, le carnet s'impose de la même manière sur tous les équipements qui ont été mis en œuvre et qui ont une incidence sur la performance énergétique de l'ouvrage ou du logement. Alors, le décret précise les catégories de matériaux et d'équipements et la liste de documents permettant d'attester la performance énergétique. Assez simplement, ça va être le diagnostic de performance énergétique. On ne nous demande même pas de transmettre le fichier de calcul RE2020 alors que celui-ci est transmis obligatoirement à l'ADEME et c'est un peu dommage qu'il ne soit pas dedans, mais voilà, il existe et certains d'entre vous peut-être feront le choix de le mettre également dans ce carnet d'information. Alors, je continue donc sur les textes. Comment? Eh bien, l'obligation pour le propriétaire de recourir à un service en ligne sécurisé qui avait été testé lors de la précédente loi a disparu. Donc, chacun peut établir ce carnet sous la forme qu'il souhaite. Donc, ça peut être simplement un classeur de papier que vous transmettez à votre acquéreur le jour de la livraison. Le mot numérique, d'ailleurs, a disparu de l'appellation du dispositif. Il s'appelle carnet d'information du logement. Même si voilà, la loi préconise quand même par défaut un format numérique, mais il peut y avoir effectivement sur demande express du propriétaire. Alors la loi dit un format autre que numérique, voilà, donc tout le monde comprend papier, mais voilà, sauf si vous avez d'autres inspirations, mais voilà, papyrus. Voilà. Il est établi et mis à jour par le propriétaire du logement. Là, c'est très important parce qu'il y a deux termes. Établi par le propriétaire du logement, eh bien, ça veut dire qu'il est établi par le maître d'ouvrage, donc le promoteur, à la livraison du logement ou à la réception des travaux. Mais cela signifie aussi que le propriétaire du logement, donc l'acquéreur futur, doit continuer à le faire vivre. Puisque là, c'est une notion alors, qui n'est pas expressément dans les textes, mais c'est sous-jacent en permanence, c'est que ce carnet d'information doit vivre puisque le maître d'ouvrage, le propriétaire du logement,
en reste responsable. C'est lui qui va le transmettre lors des transactions et c'est donc lui qui va devoir traiter la qualité de l'information dans le temps. Donc dit autrement, encore une fois, j'insiste, tous ces éléments à l'établissement du carnet d'information du logement, eh bien, il faut les demander dans les pièces contractuelles auprès des maîtrises d'œuvre et des entreprises sous des formats, et nous y reviendrons, qui peuvent être structurés, standardisés, organisés, et où la maquette numérique trouvera peut-être un emploi extrêmement efficace avec des coûts marginaux. Vas-y, tu voulais... Le propriétaire, oui, je voulais ajouter que le propriétaire, c'est important qu'il prenne conscience que ce dispositif, c'est un outil de valorisation de son patrimoine, finalement. Et il est là pour attester du bon entretien. Alors, absolument. C'est déterminant. Nous allons y venir, puisque dans les documents à transmettre, vous avez évidemment les plans et coupes du logement. Alors là aussi, il faut préciser le niveau pas le niveau de précision et de détail, mais à quelle étape ces plans ont été établis et transmis. Alors là aussi, on invite les gens plutôt à transmettre des plans avec un niveau de précision qui correspond peut-être à la loi Carrez pour les surfaces, peut-être à d'autres choses, mais en tous les cas, c'est extrêmement important. Plan et schéma des réseaux, même chose. Quel est le niveau de fiabilité de ces plans de réseau ? Est-ce que je peux prendre ce plan de réseau et percer un mur en disant on m'a dit que le réseau était là et je perce dans le mur et finalement il n'est pas au même endroit? Vous voyez, toutes ces notions de responsabilité arrivent très vite. Donc attention dans la transmission de l'information à la responsabilité que vous prenez sur la transmission de l'information que vous donnez dans ce carnet d'information. Et comme disait Bertrand, il y a évidemment toutes les notices de fonctionnement, de maintenance et d'entretien des équipements, puisque l'objectif est d'intégrer ensuite dans la vie de l'ouvrage eh bien, les factures, carnet d'intervention ultérieure sur l'ouvrage, de manière à garder ce genre d'informations dans le temps. On est là, dans le sujet de la confiance. Au moment de la revente éventuelle du bien, effectivement, toutes ces attestations, ces justificatifs d'entretien contribuent à construire cette confiance. Ouais. Alors, une des questions que j'ai là, c'est doit-on prévoir l'acte de vente? Non, le carnet d'information du logement n'est surtout pas transmis lors de l'acte authentique en VFA. Il est transmis lors de la livraison du logement à la fin de l'ouvrage. Par contre, ce que je disais, c'est de prévoir l'information qui sera transmise à la fin de l'ouvrage dès le début dans les contrats et dans votre descriptif de travaux au départ, que ce soit bien dans le DCE. On peut peut-être imaginer que dans l'acte au moment de la VFA, soit précisé, soit prévu qu'au moment de la livraison sera remis le carnet contenant. De toute façon, c'est la loi. Donc voilà, dans la VFA, moins on en dit, mieux on se porte. Donc comme c'est la loi, je vous invite à ne pas le mentionner et ne le transmettre qu'à la fin, comme la loi le prévoit. Et si votre client le demande, vous dites il est bien prévu qu'on vous le transmette et nous en avons fait la demande auprès des maîtrises d'œuvre pour tout cela. Ouais, il y a deux gestes, à l'établissement du CIL et ensuite tu as la transmission des documents. Et tu as raison qu'au moment de l'acte authentique, les documents sont peut-être pas up-to-date et qu'à la fin, il faut peut-être remettre à jour les documents qui auraient pu potentiellement changer. Absolument. Au regard de ce que tu évoquais. D'où l'intérêt de ne le fournir qu'une fois à la fin de l'ouvrage. Donc quand nous y sommes, vous l'avez déjà abordé, donc évidemment, on peut d'ailleurs, alors c'est peut-être ça que vous évoquiez tous les deux, Pascal et Bertrand, c'est de dire, nous, promoteurs, on a déjà un environnement qui nous permet, avec des acteurs que vous êtes autour de la table, qui permet de vous transmettre ce document à la fin. Ça peut être une façon aussi de répondre aux questions de l'acquéreur et surtout des acquéreurs professionnels, investisseurs institutionnels ou représentants du logement social qui sont parmi nos plus gros clients, qui eux vont avoir des demandes très particulières et très précises sur ce carnet d'information du logement. Voilà, alors je passe la parole à Pascal. Pascal, vous avez travaillé donc dans l'expérimentation, comme Bertrand qui interviendra tout à l'heure. Vous avez la main sur votre interprétation à la fois du marché et de la présentation du produit que vous souhaitez mettre en œuvre. À vous la parole.
Oui. Alors, il y a un certain nombre de choses qui ont déjà été dites, donc je vais passer peut-être plus... Voilà, alors l'interprétation, c'est que on l'attendait depuis un moment. Ça représente, si on a notre interprétation de la loi, on parle de 2,3 millions de logements qui seraient concernés entre le neuf, la rénovation, et nous, on y intègre les mutations dans une interprétation de la loi. Le CIL est par défaut numérique, ça veut dire qu'en effet, il peut ne pas être numérique. Et on a évoqué tout à l'heure le papier. Je pense qu'il y a une chose qu'on peut noter quand même depuis le début de la loi, c'est autant en 2015 c'était vraiment prématuré parce qu'on ne savait pas réellement de quoi on parlait, autant la digitalisation a quand même énormément progressé depuis, y compris depuis 2020, puisqu'en 2020 on était prêt à sortir un produit aussi, et de fait la digitalisation n'était pas très avancée, je dois dire. La pandémie a quelque part mis un coup de boost sur beaucoup de secteurs, et notamment le secteur du logement, et donc je dirais qu'aujourd'hui la digitalisation fait que c'est assez naturel de pouvoir penser que le CIL, par défaut numérique, c'est quand même un objet assez sensé, quoi. Et puis vous verrez, enfin Asma, vous verrez sur quoi elle travaille, c'est que tous les travaux sur le BIM se sont développés aussi énormément depuis ces 3-4 dernières années, de manière à pouvoir maintenant travailler sur des standards d'échange qui n'existaient pas il y a 5 ans. Alors l'objet, c'est intéressant, c'est vraiment de transmettre un carnet d'informations du logement tout au long de sa vie, de façon à ce que, quelque part, on puisse continuellement améliorer le logement et que ce soit aussi quelque chose qui soit valorisé. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, si on y réfléchit d'une certaine façon, si vous êtes dans le collectif qui a plus de 40 ans, si vous avez encore le plan d'origine, ça tient du miracle. Je ne peux que confirmer. En général, on les trouve dans les couloirs, ces plans de récupération. Oui, c'est ça. Mais parfois, il y a un acquéreur qui est encore vivant, qui a gardé le plan d'origine, mais c'est quand même très rare, parce que les syndics se les sont passés, et forcément, naturellement, ça s'est perdu, et voilà, ainsi de suite. Et donc, je pense que c'est intéressant d'avoir un produit de cette nature, ne serait-ce, et d'avoir des documents qualifiés, à jour, qui nous permettent d'envisager des travaux. Et ça c'est essentiel. Et quelque part, y compris aujourd'hui dans les documents qu'on transmet, on les met parfois à un moment où en fait ils ne sont pas les documents finalisés. Et donc quelque part le CIL permet de réinterroger ça. Et je trouve que c'est assez pertinent dans la valorisation d'un patrimoine et dans une amélioration du patrimoine des logements en France. Tout logement est concerné, ça c'est une précision qu'il n'y avait pas dans les autres lois de mémoire. Et c'est intéressant parce que c'est non seulement les maisons et les appartements, mais c'est aussi tous les logements foyers, les logements de gardiens. Ça a été écrit dans la loi. C'était sous-entendu dans les autres lois, je pense, mais c'était pas précisé. Et c'est une bonne chose parce qu'en fait, ça veut dire que tout logement où il y a quelqu'un qui y habite, en fait, est concerné par le CIL. Il y avait même, pardon Pascal, je te complète, mais dans une version précédente de loi, il y avait 2 phases, une pour le neuf, dans un premier temps, puis une pour le logement existant. Et tout ça, ça a été mis de façon concomitante. Oui, tout à fait, tout à fait. Et alors à quel moment, on l'a évoqué, hein, et puis on va plutôt évoquer le neuf dans cette séquence, puisque ça vous concerne plus, mais c'est le neuf, la rénovation. Et nous, on a une interprétation que la mutation, qui est dans un des articles, qui est déconnecté du décret et de l'arrêté, s'est intégrée dedans, et notre interprétation de la loi sur ce sujet, elle est par le fait qu'en 2020, la mutation a été décalée de 5 ans, mais a été intégrée. Et puis je pense que l'ambition, c'est d'avoir les 30 millions de logements à une dizaine d'années, et que ne pas mettre la mutation paraît quelque part quelque chose d'iconoclaste. Et donc, mais après, on a des interprétations différentes. Là, je vais passer ça et je vais aller directement sur ce slide-là qui rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure. J'ai essayé de faire, parce que quand on lit la loi, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Donc, si on est en VFA, le promoteur, c'est le maître d'ouvrage. Le propriétaire, c'est le promoteur au début. Et qui c'est qui va établir le CIL avant la vente, avant la signature de l'acte authentique? Et bien, en fait, c'est le promoteur, a priori. Donc la date de déclenchement, c'est le permis de construire ou la déclaration préalable. Ok, ça on l'a dit tout à l'heure. L'établissement du CIL à la date finale, c'est avant la vente, au moment de la transmission de l'acte authentique. Et à partir de là, quelque part, le CIL doit être établi. C'est là où nous, on n'a pas du tout la même lecture. C'est-à-dire que pour nous, le CIL doit être transmis à la réception des travaux, mais en aucun cas, il doit être établi à la vente. Alors, bon, c'est pour une bonne raison. C'est que de la même manière que nous ne sommes pas capables de transmettre un résultat de réglementation environnementale 2020 parce que nous ne disposons pas des éléments qui permettent de faire le calcul détaillé, on transmet une attestation lors de la VFA, comme quoi on respectera.
Et donc là, c'est la même chose. On dit qu'on va le faire parce que c'est la loi, mais on ne transmet pas du tout d'informations en VFA. Et là, on a une interprétation, très claire avec notre équipe de juristes, c'est qu'on ne transmet pas d'informations en VFA à l'acte sur des ouvrages dont on ne sait pas quels seront réellement les produits mis en œuvre, puisque lorsqu'on signe les actes, très souvent, on n'a pas encore la totalité des informations. Donc, autant je peux comprendre que pour un investisseur institutionnel, on transmette de premières informations liées à un cahier des charges, liées à un investisseur institutionnel comme peut être le logement social, autant en VFA classique, j'invite à ne pas le faire. Voilà. Alors, ce que tu dis est très cohérent, Franck. Néanmoins, il me semble avoir rencontré des promoteurs, et pas des moindres, qui m'ont expliqué gentiment que les documents qu'ils donnaient aux copropriétaires étaient ceux qui étaient dans l'acte authentique, et qu'ensuite, ce qu'ils transmettaient, ils le transmettaient au syndic. Mais ce sont probablement des pratiques... Non, c'est lié aux pratiques classiques aujourd'hui. Voilà, on transmet dans les actes de VFA, notamment les plans, par exemple. Prenons l'exemple des plans. Effectivement, il y a des plans qui sont transmis en VFA. Vaut mieux que ce soit les mêmes, améliorés, mais les mêmes transmis dans le carnet d'information du logement. Donc ce que je veux dire par là, c'est que dans le carnet d'information, il y a un certain nombre de demandes sur les équipements, sur le type d'équipement, les matériaux, qu'on n'a pas forcément. Par contre, là, je te rejoins tout à fait, les plans, ils sont transmis dans l'acte authentique de toute façon. Donc, ça peut être d'ailleurs, ce que je disais tout à l'heure, le début de la constitution du carnet, si le promoteur a déjà un outil réceptacle de ce carnet. Donc, bataille de juristes contre bataille de juristes, de toute façon, ça permet de nous occuper, et puis ça finance nos équipes de juristes. Voilà, l'interprétation, c'est qu'avant la vente, en effet, il y a des documents qui sont remis, alors, voilà, et le CIL doit établir vent et transmission au propriétaire, et en effet, à la fin, avec cette loi, les documents finalisés, en effet, doivent être fournis, et non pas se dire, voilà, il a signé l'acte authentique, tout est dedans, et puis on transmet le reste au futur syndic, quelque part. Alors, c'est deux choses différentes. Attention, j'insiste beaucoup là-dessus, parce qu'il y a une obligation de transmission d'informations à l'administrateur de biens, le syndic, qui concerne les parties communes, avec des choses sur les parties communes. Et là, on rentre dans une deuxième étape, qui est transmission d'informations sur les parties privatives. Mais l'obligation de transmission d'informations sur les parties communes, elle existait auparavant, elle reste. C'est bien deux choses différentes. C'est important d'avoir à l'esprit que dans cette loi du carnet d'information, les parties communes ont disparu, alors qu'elles étaient évoquées dans des versions précédentes. Mais là, on se concentre sur les parties privatives, le logement, voilà, exclusivement. C'est vrai que dans la logique d'un immeuble, tu es bien obligé d'avoir entre guillemets un CIL, même qui n'existe pas légalement, qui a les documents des parties communes, puisque de toute façon, il y a une communication d'une partie des éléments des parties communes aux copropriétaires. Le besoin est incontestable. Ouais. Voilà. Après chacun propose. Alors, je reviens sur l'interprétation juridique, parce qu'on nous dit le transmis à l'acquéreur lors de toute mutation. Absolument. Sauf que, lorsque vous faites le premier ouvrage, le neuf, vous ne pouvez pas transmettre quelque chose avec des informations qui n'existent pas. Donc c'est pour ça que notre interprétation est bien de dire effectivement le carnet est transmis lors de toute mutation, et c'était l'objet de la loi. C'est bien qu'il soit transmis dans le temps, mais à l'origine, vous ne pouvez pas transmettre des informations qui n'ont pas encore été générées, puisque vous ne savez pas ce qu'il va y avoir dedans, hormis les pièces qui sont demandées par la loi dans l'acte authentique. Donc voici notre interprétation. La loi nous parle de remise à la livraison. Ouais. Oui, non, mais la loi ne dit pas transmission au moment de l'acte authentique, elle dit établissement du CIL, et le copropriétaire récupère l'acte. Voilà, bon, voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'il est rempli, en effet, à ce moment-là. Puisque voilà, on ne va pas passer la batterie là-dessus. Donc, en plus, on n'est pas juriste. Voilà, et je vois que nos juristes qui participent au chat, et notamment Bérangère Joly, que je salue, a répondu aussi de son côté. Donc, je vous laisse continuer cette conversation de juristes autour du chat, et poursuivons, cher Pascal. Voilà, et donc... Il y a ce modèle un peu différent, et pour ce qui est des CMistes et des travaux de rénovation en général, là le propriétaire c'est bien le particulier en fait, et donc c'est bien lui qui potentiellement doit établir par la loi le CIL. Bien sûr, l'artisan ou le CMiste peut le faire par délégation et lui transmettre les documents à l'intérieur. Voilà, ça fait partie de la lecture des différents articles, ce qui est pas d'une... Bon, la preuve, c'est que notre petit débat montre que ça permet d'ouvrir la discussion.
Les solutions sur le marché, il y a celle de Bertrand qui va la présenter tout à l'heure, mais je dirais d'une façon générale, ce qu'on retrouve, c'est les CIL qui sont sur le marché sont souvent numériques. Alors je crois qu'il y a une version papier que j'ai vue sur Internet, mais je ne sais pas si elle est vivante. Il y a combien de solutions sur le marché aujourd'hui Alors grossièrement qui tournent, moi je dirais 4-5, un truc comme ça. Oui, moi j'étais un peu plus généreux, j'aurais dit une petite dizaine, parce qu'il y en a pas mal qui communiquent sur le sujet, mais tu as prononcé le mot qui tourne, donc ça c'est plus effectivement, peut-être qu'il y en a moins de 10 qui tournent vraiment. Alors après communiquer, oui c'est ça, il y a beaucoup de monde qui communique, mais bon ça a toujours été le cas. Voilà. D'ailleurs, on peut vous fournir la liste des solutions. Oui, il n'y a pas de... on la fournira avec le replay, il n'y a pas de secret, bien au contraire. La plupart des produits qui tournent, pour reprendre une expression personnelle, sont plutôt numériques, hein, soyons clairs. Et en général, on y intègre généreusement, et ça paraît assez sensé, l'ancien article 23 de la RT 2012 et donc l'article 27 de la RE 2020, qui est l'estimation de la consommation pour le neuf. Absolument, mais on peut d'ailleurs en parler tout de suite tous les deux. C'est que il y a une obligation qui était dans l'RT 2012 et qui est maintenant dans les RE 2020. Hein. L'article 27, alors expliquez ce que c'est peut-être. Oui, alors c'est une loi qui oblige, en l'occurrence le promoteur, à mettre à disposition de ses acquéreurs un outil de sensibilisation sur la maîtrise des consommations énergétiques. Voilà précisément de quoi il s'agit. Et donc, cet outil, il doit restituer un suivi de consommation en 5 postes réglementaires, donc qui sont le chauffage, l'eau chaude, les prises, le refroidissement et le reste, et autres. Voilà. Et donc effectivement, ces outils de carnet numérique, c'est le cas de Cléa, permettent également de cocher cette case d'obligation réglementaire pour cette action de sensibilisation. D'accord. Voilà. Donc ça, on retrouve ces 4 points-là dans la plupart des offres aujourd'hui. Et puis après, vous avez des variations, entre guillemets, avec des offres qui font plus ou moins des choses en plus, en moins. Vous avez notamment l'intégration souvent d'un parcours digital pour le professionnel du logement par rapport aux particuliers dans l'intégration des documents pendant l'opération, par exemple de VEFA ou de rénovation. Vous avez la possibilité à des acteurs externes qu'on leur donne l'autorisation de déposer des documents ou de les lire pour pouvoir opérer. Vous avez une animation plus ou moins vive de la plateforme B2C. Vous avez souvent le suivi de la consommation, non pas l'estimation qu'on évoquait tout à l'heure, mais un suivi de la consommation avec une connexion par exemple par API au compteur Linky ou à Gaspard. Vous avez différents types de stockage de données, je ne rentrerai pas dans le détail, et puis ensuite vous avez après des solutions qui vont jusqu'à la gestion bailleur-locataire, mais ça c'est pas réglementaire, mais c'est possible aussi. Je profite pour évoquer, je passe là sur la concurrence, mais juste un petit sujet aussi, modèle économique. Voilà. Il y a aussi une variété de modèles économiques, de façon pour ces acteurs du carnet de commercialiser leurs solutions. Donc il y a du gratuit et du payant. Il y en a qui adressent que les professionnels, il y en a qui adressent les professionnels et les particuliers en direct. Donc il y a toute la variété que vous imaginez de façons de faire. Voilà. Et puis peut-être un concurrent qu'on peut citer en modèle gratuit spécifique particulier, c'est Leroy Merlin, qui a lancé son offre il y a quelques mois maintenant. Et donc est clairement sur un modèle d'aller collecter de la donnée sur les logements des particuliers pour aller exploiter ces données pour vendre des produits Leroy Merlin. Voilà, c'est un modèle. Quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Voilà, c'est un modèle. Voilà, payant quelque part. C'est un modèle où le particulier déverse tous les documents et renseigne tous les documents, mais il n'y a pas d'accompagnement sur le sujet, quoi. Tout à fait. Alors le produit, l'offre qu'on a développée avec EDF et DocaPost, l'idée c'était quoi? L'idée c'était de dire, on pense que bien sûr le CIL c'est un système de stockage, il va falloir y accéder, etc. Mais si jamais, d'un point de vue réglementaire, on y accède au moment où on fait une opération de construction, au moment où on fait une opération de rénovation et au moment où on vend, dans la vie d'un logement, on ne peut pas dire que ce soit d'une occurrence exceptionnelle. Donc on s'est dit, il faut que l'outil, pour vivre, il faut qu'à la fois il y ait des données du logement, et que ce soit maintenu dans le temps. Et donc, il faut faciliter le parcours du particulier pour le faire. Et puis il faut qu'il y ait des données d'usage du logement, avec une occurrence un peu plus importante. Et c'est pour ça qu'en fait, on fournit un coffre-fort Digipost particulier qui permet en fait de récupérer automatiquement, de façon synchronisée, les données de l'énergie, les factures énergétiques, les contrats, les télécoms, les données des impôts pour les taxes foncières, taxes d'habitation, enfin toutes ces données-là. Et surtout maintenant les obligations de maintenance qui se sont toutes fait jour, voilà, sur les pompes à chaleur, les chaudières gaz, et donc on a un produit qui contient en fait
2 systèmes de stockage qui sont le CIL en tant que tel et le coffre Digipost particulier. Je pose une question là. Est-ce que vous avez parlé avec les assureurs sur ce sujet-là, parce que il y a tout un tas d'informations sur la maintenance des équipements qui, s'ils ne sont pas maintenus, pourraient peut-être provoquer des pertes d'assurance. Est-ce que c'est un sujet que vous avez abordé avec eux ou pas? Ouais, c'est un axe de réflexion qui fait beaucoup de sens. On se dit que calculer par exemple le montant d'une prime de multirisque habitation basée sur des données réelles de qualité d'entretien d'un logement et de ses équipements. Sans aller si loin, je dirais simplement sur la partie simplement détecteur incendie. Est-ce qu'il est bien maintenu? Incendie, voilà. Le chauffage gaz, est-ce qu'il est bien maintenu? La pompe à chaleur, est-ce qu'elle est bien maintenue? Le système électrique. À mon grand regret, mais ça évoluera peut-être. À ce jour, moi, les échos que j'ai eus auprès des assureurs avec qui j'ai pu en parler, ils sont relativement insensibles à ces arguments-là. Voilà. Mais je suis convaincu que ça évoluera, ça changera. C'était une question, Asma. Ma question, c'était aussi, parce que là, l'objectif, c'est d'accompagner aussi le particulier. Est-ce qu'il n'y aurait pas un système aussi d'alerte de lui dire, là, en fait, il y a un moment donné, il faut maintenir votre chaudière, Ah oui, mais ça, je crois que vous l'avez. Quelle bonne idée. Ça, ils l'ont tous les deux prévu. Non, mais là, c'est des plateformes et c'est un système de... Et bien sûr, ce qui va différencier, je pense que les différents produits, c'est l'ensemble des fonctionnalités et l'animation que j'évoquais tout à l'heure de community manager de la plateforme. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'il y ait de nouvelles fonctionnalités qui arrivent, il va falloir qu'il y ait des messages qui soient transmis, qui soient des messages à la fois qu'on retrouve chez les énergéticiens aujourd'hui de tout type, mais ça peut être des messages sur la maintenance, les rappels, les assurances, comme évoquait Franck. Voilà, il y a tout ça qui est à construire sur l'animation de la plateforme. Si on ne maintient pas, il y a un risque d'assurance derrière, donc ça aussi, ça pourrait faire bouger. Et ce sera d'autant plus pertinent qu'on aura suffisamment de data et suffisamment de consentement du particulier pour avoir l'information. Et donc c'est pour ça que nous, on a mis data d'usage et data de... Je posais la question quand même pas de manière totalement innocente, parce que pour nos amis qui nous écoutent et pour les promoteurs, c'est aussi une manière d'avoir un retour d'information lorsqu'il y a une déclaration de dommage, soit biennale, soit décennale, de pouvoir dire, attendez, nous on vous a livré un ouvrage de tel type, mais il nécessitait un certain nombre d'actions de maintenance réglementaires ou préconisées, ont-elles été faites, et en conséquence, quel est mon niveau de responsabilité, moi, maître d'ouvrage, sur des désordres que vous me dites constater 10 ans plus tard. Donc il y a aussi peut-être une réflexion à mener pour nous sur quel type d'information, comment et quel niveau d'information on pourrait avoir en retour pour aussi améliorer la traçabilité de notre responsabilité dans le temps. Le promoteur peut même, effectivement, s'il a fait le choix d'une solution qui accompagne le particulier dans ses gestes de maintenance, voilà, c'est une bonne transition sur l'interface professionnelle où, en effet, on peut faire une interface. On fournit une interface aux professionnels avec des parcours adaptés, suivant qu'ils sont promoteurs ou pas, suivant qu'ils sont digitalisés ou pas. Parce que vous avez des petits promoteurs qui sont moins digitalisés que des grands groupes. Des fois, ils sont peut-être plus digitalisés que les grands groupes. Je ne vais pas me permettre de porter un jugement là-dessus. C'est pour ça que je te laisse. C'est pour ça que je te reprends. Pas de stigmatisation du petit promoteur. Mais c'est vrai qu'il y a une forte hétérogénéité, ce qui fait tout l'intérêt d'ailleurs du système modulaire qu'on peut adapter et du fait que ce soit connectable API. Et en effet, comme tu le faisais remarquer, ça peut être bien sûr une interface qui simplement crée le carnet d'information du logement, le remet au futur propriétaire, dépose l'ensemble des documents avec des listes et on sait quels documents ont été déposés et les qualifie. Ça, c'est important. On y reviendra. Et on est d'accord. Et ensuite, on peut imaginer d'autres fonctionnalités qui sont, par exemple, de préprogrammer des alertes sur un certain nombre de choses qui peuvent être ce que tu as évoqué tout à l'heure. Et ça, clairement, on est sur deux interfaces totalement modulables et on adapte ça. Voilà. Et un des éléments sur lequel on a aussi joué, parce qu'on pense qu'en termes de tiers de confiance d'Ocapos et EDF, on a une image, c'est la sécurisation des données et le traçage des consentements et des RGPD pour deux raisons. D'abord, pour nous sauvegarder, parce qu'en fait, je pense qu'on va être tout de suite contrôlé de façon assez sympathique, mais normale. Et puis, on pense que c'est un vrai souci des particuliers sur ces sujets-là, et que donc, il faut y faire totalement attention. D'ailleurs, j'ai une question par rapport à ça. Est-ce qu'il y aurait une sensibilisation aussi des particuliers? Parce qu'aujourd'hui, on voit que les particuliers sont un peu réticents vis-à-vis de donner leurs données personnelles. Est-ce qu'il y aurait aussi un parcours d'accompagnement du particulier en lui disant c'est sécurisé, vous n'avez rien à craindre, etc. Parce qu'il y a cette réticence aujourd'hui. C'est ce que j'évoquais tout
tout à l'heure sur l'animation de Community Manager de la plateforme B2C. On a déjà fait des expérimentations avec des petites vidéos d'1 minute qui accompagnent les gens pour faire les gestes, pour connecter, qui expliquent un certain nombre de choses. Notamment la sécurité faisait partie des sujets qui étaient demandés. Et donc en fait, voilà. Alors je dis pas qu'on a fait des choses parfaites et on va les améliorer. Et c'est un peu le sens de tout ça. Mais en effet, il y a tout un travail. Moi, je crois beaucoup demain à des particuliers avec un taux d'activation des CIL qui est réel parce qu'on leur apporte de la valeur ajoutée. Et donc il faut y travailler. Et c'est comme toute plateforme numérique, ce sont des business où il faut continuellement se remettre en question, sinon le risque de ne pas survivre est fort. Et donc c'est plutôt challengeant. Ouais, ce point est déterminant. Dans les expérimentations passées, c'est l'un des points saillants qui est ressorti. C'est-à-dire que j'ai le souvenir d'une remarque très, très précise de quelques particuliers qui disaient qui va avoir accès à ce carnet. Tout à fait. Et une question encore plus précise, est-ce que l'administration fiscale aura accès aux informations que je vais renseigner dans le carnet, notamment la superficie de mon logement? Donc il y a vraiment ce besoin de rassurer, de confiance, de transparence sur qui va accéder, comment sont stockées les données. Voilà, c'est déterminant. Oui, c'est pour ça qu'on a pris les coffres-forts Digipost, parce que les coffres-forts Digipost, y compris les particuliers aujourd'hui et demain dans le CIL, en fait, y compris Digipost n'a pas accès, en fait. Hein. C'est vraiment. Non, mais c'est normal. Non, mais ça paraît. Non, mais c'est bien de le rappeler. C'est bien de le rappeler. C'est bien de le rappeler parce que c'est bien de le rappeler parce qu'en fait, tant que le particulier ne donne pas son consentement, ne fait pas remonter la donnée, et donc là, nous, on doit l'accompagner pour lui dire, si vous voulez qu'on vous donne cette fonctionnalité à valeur ajoutée, il faut que vous nous remontiez, par exemple, votre avis primitif, si vous voulez savoir quel type de subvention vous allez avoir pour les rénovations. Et tant que le particulier n'a pas fait ça et qu'on n'a pas tracé le consentement, en fait, on ne peut pas avoir accès à la donnée, ce qui est tout à fait normal. Oui, voilà. Bon, un système, vous avez compris, le particulier, il a un carnet d'informations du logement, on lui fournit un coffre-fort Digipost. Dans le coffre-fort Digipost, vous avez les données d'usage du logement, et sur le CIL, vous avez les données du logement. Et donc, potentiellement, on peut imaginer toute une série d'accompagnements à partir de ça. Et vous avez l'interface professionnelle, puisqu'on vend le produit en B2B, et qu'on présente aux professionnels la façon de fournir ça aux particuliers avec les documents remplis, tels que la loi le décrit, avec des interprétations variées. Étant entendu, comme vous le dites tous les deux, qu'à partir du moment où ce document est transmis à la réception de l'ouvrage, eh bien, c'est le moment où vous ne rentrez plus dans l'appartement. Tout à fait. Et donc, c'est le moment où vous ne rentrez plus, en tant que promoteur et maître d'ouvrage, dans le carnet d'information du logement. C'est fini. Vous n'y rentrez plus, sauf à ce que vous ayez négocié un accord avec l'acquéreur tout à fait. de vous retransmettre un certain nombre de données, notamment sur le suivi de maintenance, etc. Oui, ou s'il y a un SAV pendant 2 ou 3 ans, ce qui peut arriver parfois, et dans ce cas-là, la fonctionnalité se maintient. C'est là que j'en arrive, c'est-à-dire que dans la contractualisation avec les fournisseurs de carnet d'information, se posera forcément cette question de je transmets des données jusqu'à la livraison. Au moment de la livraison, je n'ai plus accès, je suis verrouillé, seul l'acquéreur a accès aux données, mais je peux négocier avec l'acquéreur dans le contrat d'acquisition, et on revient au contrat de VEFA, l'autorisation d'avoir accès à un certain nombre d'informations en retour, et moi de lui transmettre un certain nombre d'informations supplémentaires sur la maintenance, etc. Et on reviendra sur le sujet avec Manuel, qui est vice-président du GIP. Et nous, on fait une exception à cette règle, juste, c'est que, comme dans la réalité, il peut y avoir des documents qui arrivent quelques jours ou quelques semaines après la livraison. Voilà, on a une période de tolérance de 3 mois. C'est très, très rare. Pour permettre aux promoteurs ou aux équipes Qualitel de déposer pour son compte des documents complémentaires. Ce qui me permet, cher Bertrand, de te passer la parole pour que tu nous donnes ton interprétation des textes et que tu nous présentes l'outil Cléa. Bien, alors, hop, c'est dans l'autre sens. Un petit mot rapide sur Qualitel, juste pour vous dire que voilà, Qualitel est une association créée par les secrétariats d'État au logement il y a une 50aine d'années maintenant, organisme indépendant, et donc nous regroupons au sein du conseil d'administration la plupart des parties prenantes du monde du logement, y compris des associations de consommateurs. Et nous avons un certain nombre de métiers, dont un métier majeur autour de la certification qualité des logements, au travers des marques NF Habitat, NF Habitat HQE. Et aussi, je cite juste le sujet de l'information du grand public sur ces sujets de qualité de logement, et c'est plutôt dans cette famille-là que s'inscrit notre activité de carnet d'information du logement. On a d'ailleurs fait le choix de créer une filiale pour porter cette activité qui s'appelle Qualitel Espace numérique du logement.
Alors un petit mot pour vous dire que, comme le disait Franck en introduction, ça n'est pas un sujet nouveau pour Qualitel, le carnet d'information du logement. Ça fait maintenant plus de 10 ans qu'on est impliqué dans ces réflexions et qu'on a d'ailleurs sorti une offre qui ne s'appelait pas le carnet d'information du logement à l'époque, mais ça fait 10 ans qu'on a une offre de carnet. On avait une offre précédente à Cléa qui s'appelait Gisèle, pour les peut-être quelques-uns qui l'ont connue, et que nous avons modernisé et relancé sous le nom de Cléa. On a participé, on l'a évoqué, à une expérimentation en 2017. EDF était également dans les équipes. Il y avait une dizaine d'équipes qui ont expérimenté à l'époque des prototypes pour essayer d'apprendre, de comprendre les freins, les leviers. Qu'est-ce qui fait que ce dispositif pouvait ou non être un succès. Et puis on en parlera en fin d'intervention. On est sollicité par la Commission européenne. On est dans un programme d'expérimentation en perspective d'une directive européenne d'harmonisation de carnet du logement qui s'appelle le Digital Logbook. Alors, l'interprétation de la loi, ça, je vais aller vite puisque c'est strictement la loi, donc on ne va pas y revenir. C'est la liste qu'on a évoquée, on en a parlé, le neuf d'une part, l'existant d'autre part. J'y reviens quand même. Parce oui, que, on peut en dire un mot. Non, juste sur la clarification. Les plans, effectivement, ils sont par ailleurs obligatoires dans les actes authentiques, donc voilà, vous les remettez, mais vous n'allez pas remettre des schémas de réseau, par exemple, à la signature de la VFA. C'est juste pour appuyer notre interprétation, et encore merci Bérangère du commentaire qui a été transmis. Vas-y, Bert. Voilà, je précise juste que dans les attestations de performance énergétique, donc figure bien sûr le DPE, l'audit énergétique éventuel et les attestations de label ou de certification. Voilà, NF Habitat par exemple. Voilà. Tu fais pas de la publicité là, Bert? Non, pas du tout. Alors, voilà, ça aussi on l'a évoqué, mais c'est important aussi d'avoir à l'esprit que les textes de fin d'année, donc 27 ou 28 décembre, ils sont plutôt 27 avec date de parution 28. La loi, ces textes de décret et d'arrêté ont interprété de façon extrêmement large l'incidence sur la performance énergétique, puisque dès qu'on touche à un poste d'isolation, de production de chauffage ou d'énergie renouvelable, eh bien on est dans l'obligation d'établir un carnet du logement. Hein, si je caricature à l'extrême, je vais mettre une fenêtre, que je passe de simple à double vitrage dans mon logement, je suis soumis à l'établissement d'un carnet d'information du logement. C'est important de l'avoir à l'esprit. L'accompagnateur Rénov', le fameux, a également dans sa mission, dans les parties obligatoires, le fait d'installer et d'accompagner le particulier dans l'établissement du carnet d'information du logement. Voilà, les chiffres de 2,5 millions de carnets par an sont ceux qui étaient évoqués par le ministère dans les notes d'accompagnement des textes. Voilà, donc on est sur des volumes effectivement extrêmement significatifs. Sachant qu'encore une fois, comme tu le dis, un carnet peut être simplement une fiche sur une fenêtre. Hein, donc, Voilà, ça peut être... alors Cléa, c'est la réponse de Qualitel à cette obligation. On a essayé de le penser le plus simple, fort de notre expérience pour simplifier la vie du plus grand nombre, particulier ou professionnel. Donc ça prend la forme d'une plateforme web, avec une application téléphone, smartphone, et vous avez sous les yeux les fonctions principales qui sont apportées par Cléa. Donc bien sûr un premier sujet descriptif des caractéristiques et de stockage documentaire des informations donc du logement et de la résidence. Hein. Donc en fait cette première ligne, on aurait pu s'arrêter là en gommant la résidence. Hein, caractéristiques du logement et stockage des documents du logement, réglementairement parlant, par rapport à l'obligation de carnet, ça suffit, c'est conforme. Voilà, mais ça n'a pas grande utilité. Je pense qu'on on en convient tous. Et donc voilà, l'idée c'est d'aller. Mais encore une fois, j'insiste, pour ceux qui ne veulent respecter que la loi, vous arrêtez conforme. là, c'est conforme, vous ne vous occupez plus de rien. Et j'insiste, c'est possible. Ça n'a aucune valeur ajoutée, ça ne rend aucun service au client. C'est un document de plus qui va vous coûter de l'argent pour le faire. Et c'est tout. Mais ça respecte parfaitement la loi. Ce sera pas la première fois qu'on aura un respect de la loi qui n'apporte pas grand-chose. Je te laisse la responsabilité de ce commentaire, cher Pascal. Voilà, donc nous avons complété ce volet strictement réglementaire par donc, un guide des équipements. Donc c'est celui qui contient des fiches pédagogiques génériques de descriptifs de fonctionnement global d'un équipement, une VMC par exemple, qu'un particulier lambda ne maîtrise pas forcément, et lié à ces équipements, des actions d'entretien.
Voilà, et des rappels, des notifications où effectivement, attaché à un équipement, il y a une fréquence d'entretien avec l'information que cet entretien il doit être fait par un professionnel ou le cas échéant par le particulier lui-même lorsqu'il s'agit de nettoyer ses bouches de ventilation d'une VMC par exemple. Et donc il va recevoir aux périodicités en question les rappels d'entretien qui peut bien sûr activer ou désactiver au gré de ses envies et de son envie d'être spammé ou pas, plus ou moins spammé par ce type de rappel. Voilà. Après voilà, c'est tout l'enjeu. C'est-à-dire que pour nous ça va être un enjeu en tant que maître d'ouvrage dans notre responsabilité. On vous envoie une information issue des industriels et des installateurs demandant de faire un certain nombre d'actions. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Par contre, nous, si ces actions ne sont pas menées, ça vient dégrader, en quelque sorte, enfin, c'est pas le bon terme, mais ça vient impacter la responsabilité. Donc, je pense en plus de ça, il y a un travail aussi de sensibilisation auprès des propriétaires, des particuliers. Et ça, je pense qu'il est très important aussi. Ils s'approprient ce carnet informationnel. Et quand je disais que ça peut générer du service, c'est-à-dire que les industriels, Emmanuel va intervenir juste après, peuvent aussi vendre du service aux particuliers, parce qu'au lieu de lui dire vous avez une contrainte on vous propose un service qui vous permet de vous dégager de cette contrainte et de vous assurer que le matériel fonctionne à sa valeur nominale pendant toute sa durée de vie, parce qu'on vous met un contrat de service en face. Ou même avec les alertes, lui donner aussi des prestataires en qui il se tourne pour assurer ces alertes. Parce que vous avez en gestion ce type d'alerte pour intervenir sur les équipements privatifs. Non, mais ça permet de traduire concrètement le document numérique que tu évoquais tout à l'heure, qui est transmis, mais peu de monde lise en fait, et puis qui n'est pas totalement accessible. Parce que, voilà. Mais il y a des liens à faire entre ces actions d'entretien et les professionnels, dans la mesure où il y a un contrat régulier d'entretien par exemple, c'est une évidence. Et puis, une fois que l'entretien est effectué, on le trace dans le carnet et on est sur la confiance et la traçabilité de l'information. Suivi des consommations, donc ça fait partie bien entendu des modules qui ne sont pas obligatoires. Il nous semblait, nous, évident dans un dispositif où le législateur veut qu'il agisse sur l'amélioration de la performance énergétique des logements, que le suivi des consommations soit systématique. Donc nous on l'a prévu, avec la possibilité de connecter son compte à Linky et à Gaspard, les compteurs communicants. Donc là, on utilise les parcours de recueil du consentement d'Enedis et de GRDF, bien sûr, puisque c'est de la donnée personnelle. Donc voilà. Et puis le petit schéma en rouge et vert sur la droite, qui est une première version d'un module de comparaison des consommations, de 2 périodes de consommation, qui va permettre d'aller mettre un pied dans des sujets de sobriété énergétique, par exemple. Si je joue le jeu en tant que particulier occupant, d'aller baisser mon thermostat, par exemple, je vais pouvoir mesurer si le moins 1 degré me fait gagner les 7% d'économie d'énergie qu'on me promet, par exemple. Et puis, je vais surtout pouvoir comparer un avant-après travaux pour voir si effectivement les économies sont au rendez-vous. Voilà, un module d'actualité et de conseil plus classique qui est à la main donc de Qualitel, qui diffuse au travers de sa direction études et recherches et de thermiciens, d'acousticiens, des conseils de bons gestes et d'éco-gestes autour du logement. Et ce module, il est également, pour information, à la main des bailleurs ou des syndics de copropriété qui peuvent, ou des syndicats des copropriétaires également en copro, qui peuvent alimenter des actualités sur une assemblée générale, par exemple, si je prends cet exemple-là. Qui y a accès? Le propriétaire, on s'en doute, son locataire également, donc il peut ouvrir un accès partiel à son locataire, et puis tous les acteurs professionnels peuvent bien sûr avoir un accès. Qui est toujours donné par le propriétaire. Qui est toujours donné par le propriétaire. Et pour être effectivement plus précis, le promoteur il a un accès jusqu'à la livraison, avec une petite tolérance. Le bailleur, il a accès tant qu'il est propriétaire du bien, et le syndic sous réserve d'accès. Et puis on a prévu, il y a quelques mois, une fonction au moment de la revente de transfert, pour coller à l'esprit de la loi climat résilience, qui permet de transférer son carnet au nouvel acquéreur au moment de la mutation, et de générer une attestation à produire devant le notaire pour effectivement dire « Ok, je suis, en tant que propriétaire-vendeur, j'ai bien transmis le carnet à l'acquéreur, et réciproquement. » Voilà. Et je précise aussi, donc, au moment de ce transfert, donc, le nouvel acquéreur reçoit un accès au carnet,
à Cléa, et le vendeur, lui, continue d'accéder à une archive des informations de son logement, une archive qui n'est plus mise à jour, bien entendu. J'ai une question, parce que là, je vois bailleur, et ça m'intéresse, parce que on est un bailleur. Quand on est face à un grand nombre de logements, est-ce que ça peut aussi gérer en masse et avoir une visibilité sur l'ensemble des logements qu'on a? Est-ce que ça, c'est déjà... En tant que bailleur qui opère plusieurs résidences et beaucoup de logements au sein de ces résidences, oui, l'interface Cléa, elle permet de gérer toutes les résidences que vous avez dans votre parc sur réserve qui soient équipées de Cléa. Vous voulez s'en parler après? Oui, non, mais ou immeuble par immeuble. Enfin voilà, ça c'est du classique que vous pouvez retrouver. Voilà, tout à fait. Voilà. Voilà, en petite synthèse, voilà, Cléa aujourd'hui, il apporte les services principaux suivants. Donc, respect des obligations réglementaires. Donc, vous avez compris qu'il y en a deux, hein, la RE 2020 et puis la loi climat résilience. Il permet au passage de répondre à quelques exigences de la certification NF Habitat, principalement sur des sujets d'information des occupants, sur les bons gestes et sur la bonne maîtrise des équipements et de leur logement. Et puis, plus globalement, il permet de transmettre donc, tous les documents du logement et de la résidence. Hein, on évoque le DOE, le DIUO, pour amener de la traçabilité et pérenniser le stockage de l'information, comme on l'a évoqué. Alors, voilà sur Cléa. On a eu des questions sur le carnet d'information du logement et le livret d'accueil numérique. Donc, nous avons travaillé depuis 2 ans avec comme support technique Qualitel à la numérisation du livret d'accueil, qui, je le rappelle, est totalement gratuit pour les adhérents. Donc, vous pouvez construire votre livret d'accueil sous 2 formes aujourd'hui. Une forme générique, dirons-nous, où vous n'avez aucune adaptation à l'ouvrage que vous construisez en termes d'informations spécifiques, mais qui répond à toutes les contraintes de ce livret d'accueil générique. Alors, évidemment, aujourd'hui, l'enjeu pour nous, c'est de l'adapter pour qu'il réponde à ces contraintes. Et effectivement, vous avez aussi la possibilité, en étant adhérent à la fédération, d'aller vers l'espace Cléa, mais c'est dans ce cas-là un service supplémentaire où vous pouvez adapter complètement le carnet, comme vient de l'expliquer Bertrand. Mais j'insiste vraiment sur le fait qu'il y a un service de base qui est fourni aux adhérents, qui consiste à vous donner ce livret d'accueil numérique sans autre précision, c'est-à-dire qui respecte vraiment la base de la base et qui transmet des informations génériques. Alors ce qu'on a voulu faire avec le GIP, Emmanuel Quadrado en parlera, c'est, et vous avez là le fonctionnement, hein, c'est que vous pouvez accéder au livret d'accueil, donc c'est vraiment très simple. Vous rentrez sur votre espace connecté, et vous avez 7 chapitres pour constituer votre livret d'accueil. Et donc vous voyez qu'il y a un élément particulier qui s'appelle les composants du logement, où là, tout est complètement générique. Vous avez un chauffage qui peut être gaz, électrique, etc. On ne définit pas ce qu'il y a dedans. Mais par contre, avec le GIP, on a travaillé à intégrer et faire remonter de l'information dans ce livret d'accueil et dans le carnet d'information du logement. Donc Manuel, à toi la parole sur cette présentation, et je vais passer, quand tu auras passé la présentation du GIP, je parlerai en détail de ce qui remonte comme information. Tout d'abord, merci de cette invitation. Je vois qu'on est tous d'accord de l'importance de ces carnets numériques, parce qu'encore une fois, on nous dit à nous industriels de plus en plus d'être les plus performants possibles dans tous les composants qu'on apporte à la construction. Sauf qu'aujourd'hui, on arrive à la cœur finale, au bailleur, on arrive avec des produits tellement efficaces qu'on a du mal à comprendre le fonctionnement et on se doit de leur expliquer ce bon fonctionnement pour le bon usage. Donc, le tout, ce n'est pas de donner une Ferrari à tout le monde, c'est de l'apprendre à la conduire. Donc, c'est le principal. Je vais rappeler un peu qui nous sommes, les GIP. Donc, nous, les GIP, nous sommes un groupement d'industriels de la prescription, créé il y a 35 ans, qui est composé de 48 industriels, dont 2 bureaux de contrôle. On est tous représentatifs de nos domaines d'activité, donc pour certains, on est dans les numéros 1. Et cette force nous permet d'être à l'écoute des différents acteurs de l'acte de construire, que ce soit des promoteurs, des économistes, des architectes, des bureaux d'études, pour faire une construction durable qui s'impose aujourd'hui vraiment dans les réglementations. Par rapport à ça, on travaille de manière très étroite avec la FPI, comme Franck vient de dire. Nous travaillons aussi depuis quelques années avec ce que nous appelons aujourd'hui la qualité globale, c'est des projets en qualité globale. Nous accompagnons
tout au début de la construction au promoteur, pour toutes les démarches, pour créer ces carnets numériques en amont, pour créer et répondre à toutes les questions des futurs acquéreurs. Et on l'accompagne de A à Z. Et aussi, la finalité, c'est d'avoir zéro réserve quand on livre un logement, mais aussi zéro réserve pour l'avenir. Donc, on travaille de manière très étroite. Donc, tu peux passer les slides, s'il te plaît, Franck, si on doit te commander. Je suis un peu à distance. Donc, vous voyez, pour faire déjà, on a travaillé avec l'AFPI par rapport à ça. Un exemple de l'information que nous avons. Donc, il s'agit d'une fiche d'un des membres du GIP, que c'est Akova, que vous voyez très, très bien. Et que là, on explique tout, et que ça, on peut l'intégrer. Donc, aujourd'hui, nous sommes à votre disposition, les 48 industriels, à tout moment, pour créer ces fiches, pour accompagner, et surtout aussi lors des livraisons de bâtiments, pour accompagner l'explication, ce qu'il faut expliquer aux gens, et nous sommes confiants, comment aujourd'hui utiliser bien les matériaux performants que nous apportons. Voilà pour ma part. Super Manuel. Et donc, comme vous le voyez sur le document-là, hein, c'est un travail qu'on a fait où le GIP a pour objectif de remonter non seulement une fiche, mais aussi un lien vers le site web du fabricant pour retrouver la fiche et pour retrouver aussi un autre élément qui est ici les conseils de maintenance et les conseils en cas de panne. Ce qui était dans le livret d'accueil auparavant de manière très générique. Là, du coup, vous avez la possibilité... Alors, tous les industriels du GIP n'ont pas encore tout remonté, hein, mais l'objectif, c'est de remonter un document, mais surtout de remonter un lien hypertexte qui renvoie vers l'industriel. Comme ça, l'acquéreur, demain, il a une panne sur son radiateur Akova, ce qui n'arrive jamais... mais prenons cet exemple. Il a une panne, il peut aller voir la fiche et aller sur le site sur les questions. Qu'est-ce qui m'arrive si j'ai une panne sur ce produit ou si j'ai un problème de maintenance. Donc on revient là sur un carnet d'informations qui est un service ajouté du promoteur grâce aux industriels vers ses acquéreurs, qui est dire non seulement je vous donne le livret, le carnet d'information du logement, mais je vous mets aussi tous les liens des sites web, des produits qu'on a installés, pour, en cas de besoin, aller sur le site, trouver la fiche de maintenance, trouver la fiche d'entretien et avoir accès à un service de l'industriel en cas de panne. Donc on est vraiment dans cette idée-là avec le GIP et c'est ce qu'évoquait Manuel et c'est ce qu'on essaye de faire. Encore une fois, c'est pas encore du tout standardisé et généralisé, mais nous y travaillons avec Manuel. C'est un gain de temps pour le particulier. On travaille d'arrache-pied, on s'est mis des deadlines évidemment, parce qu'aujourd'hui ça urge. Donc aujourd'hui, je peux vous dire que la grande majorité, je parlerai de 80% des industriels, ils sont les fiches à jour dans notre site et on s'est donné comme des deadlines. À la fin de l'année, tout sera à 100%. Vous savez aussi qu'on a des gens qui font de la peinture et d'autres, il y a moins d'impact. Mais tout ce qui a un impact direct, il est déjà fini et clôturé. Et à la fin de l'année, tout sera correctement fait et vous pourrez avoir une fonctionnalité à 100% de chaque industrie. Et donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur la contractualisation avec vos maîtres d'œuvre et les entreprises. Il faut demander aux entreprises qu'elles vous fournissent sous format numérique un tableur Excel avec ces liens hypertextes pour pouvoir les remonter, s'ils ne sont pas encore remontés de manière automatique avec l'API, dans le livret d'accueil. Donc c'est vraiment important que vous ayez cet exemple sous les yeux. C'est vraiment, vous voyez, ça a l'air tout bête, mais un tableur Excel avec j'ai installé tel produit, de telle marque, de telle référence, avec le lien de la fiche sur le site web ou dans le carnet d'information et le lien vers le site du fabricant, ou de l'installateur s'il y a de la maintenance à faire, ça change la face du monde. Et c'est une information qui est disponible par l'entreprise lorsqu'elle fait les travaux. Si elle doit la reconstituer à la fin, ça coûte du temps et de l'argent, donc il vaut mieux la demander au début. Et je peux vous assurer que c'est un travail considérable de la part des industriels, parce que ces fiches produits qu'on aperçoit ici, là, elles ne sont pas forcément aujourd'hui dans vos catalogues présentées de cette façon, parce qu'un produit se compose lui-même de beaucoup de sous-produits. De références différentes. Et de références différentes. Et donc voilà, il y a un travail de synthèse qui a été fait pour les rendre intelligibles et exploitables par le plus grand nombre. Mais pour le particulier, c'est... Je tiens à remercier à tous les membres du GIP qui ont collaboré par rapport à ça. Parce que c'est un travail titanesque, comme vous dites très très bien, et un travail qu'il a fallu surtout les faire vraiment condenser. Donc on aura pu mettre beaucoup de choses, vous savez bien, on a fait vraiment quelque chose, une synthèse assez importante, on a travaillé beaucoup avec Franck par rapport à ça, pour arriver à cette synthèse qui n'est pas facile toujours, parce que les industriels, c'est des passionnés avant tout.
Et donc, pour répondre aux questions, l'AFPI donc, met à disposition ce livret d'accueil. Le livret d'accueil, on va le faire évoluer donc, pour répondre à la loi, pour qu'il reste générique, mais ça restera de toute façon un outil de base, car il n'est pas dans la mission de la Fédération de faire un produit commercial de support de carnet d'information du logement. Sauf à ce qu'on nous le demande, mais c'est pas notre mission actuellement. Et donc on restera sur un livret d'accueil très générique. Et après, charge à chacun promoteur d'aller plus loin avec un prestataire de service et de construire son niveau d'information comme il le souhaite. Et donc, ça me permet du coup de passer la parole à Asma, parce que Asma, vous travaillez chez Séquence depuis plus de 2 ans. 3 ans. 3 ans, pardon, à la manière de créer le cas d'usage et de définir les cas d'usage sur les données techniques et comment elles doivent être structurées, et d'où l'usage du BIM et des standards du BIM. À vous la parole, chère Asma. Déjà, pour présenter un peu Séquence, Bien sûr. C'est un bailleur social en Ile-de-France, filiale d'Action Logement, avec 105 000 logements. On a un grand volume de construction qui est de 4 000 logements, dont 50% de la VFA. Donc c'est très bien. Exactement. Et on fait beaucoup de rénovations, on fait 4 000 rénovations, surtout avec la loi climat et résilience que vous avez évoquée. Donc ce grand volume de construction neuve et de réhabilitation nous a poussé à penser à la réflexion de l'information que génère ce gros travail de construction et de réhabilitation. Donc on est face à un grand flux de données qui rentrent dans le cadre de ces projets-là. Donc l'idée, c'était de se dire comment on va valoriser cette information-là pour la rendre utile, utilisable et lui donner de la valeur. C'est dans l'autre sens. Donc ça nous a permis de développer une stratégie de données autour de la donnée technique et de se dire pourquoi on a besoin de cette donnée-là, pourquoi en faire, comment on va structurer cette stratégie. Après, forcément, il faut faire le lien entre une maquette numérique et un DO numérique. On revient aux fiches techniques que vous avez évoquées tout à l'heure et à la réglementation. Et ensuite, il fallait, à un moment donné, se dire, maintenant qu'on a des données structurées, c'est quoi l'avenir de ces données-là? Qu'est-ce qu'on pourrait en faire? De développer des nouveaux usages. Pourquoi on est parti sur du BIM? En fait, l'idée, c'était de ne pas faire du BIM une finalité, mais de se dire, aujourd'hui, on va dire que l'industrie immobilière change un peu de paradigme, avec la donnée et l'information comme une valeur. C'est ce qui donne aujourd'hui une valeur à notre patrimoine. C'est important ce que vous dites là, parce que pour beaucoup de promoteurs, la donnée, c'est encore une charge. Oui. C'est une contrainte. Ça coûte de l'argent de structurer de l'information, de la donnée, et ça ne rapporte rien. C'est ça l'objectif. Alors que ça vous rapporte à vous, est-ce que ça voudrait dire qu'à un moment, l'idée, c'est vous pourrez partager un peu de valeur? Exactement. L'idée, c'est de donner. J'aime quand le logement social nous parle comme ça. En fait, l'idée, c'est de se dire aujourd'hui, on fait le même métier. On construit, vous construisez. En plus, et vous exploitez ce que nous ne faisons pas. Exactement. Nous, on a en plus une contrainte d'exploitation, de gestion locative et de gestion technique. Donc, il faut maintenir nos logements, mais aussi il faut les louer. Donc, on a un turnover de locataires, etc. Cette donnée-là, il faudra la valoriser. Et c'est vrai que nous, sa plus grande valeur, elle est en gestion, exploitation et maintenance. Mais pour vous, ça ne veut rien dire. Donc, c'est le travail qu'on a mis en place, de se dire, aujourd'hui, on a un flux de données qui part dès le premier jet, même en phase faisabilité, en phase programmation. Cette donnée-là, comment on la rend, on lui donne de la valeur, comment elle doit être opérationnelle, et du coup, on va amortir le coût de la donnée en faisant qu'elle ait une plus-value. Donc, comme je vous ai dit, le BIM, ce n'était pas une finalité en soi, mais c'était un outil pour nous permettre de s'assurer d'avoir une donnée structurée, une donnée fiable, une donnée à jour. Mais ceci est sur tout le long du cycle de vie du bâtiment. Donc l'idée, c'était à partir des données structurées d'une maquette numérique, je dis bien structurée, parce qu'il y a un grand... Structurée, en fait, c'est là où je vous rejoins. En fait, c'est le travail que vous évoquiez tous les trois, c'est le travail de structuration et de standardisation des normes sur la maquette numérique qui n'existaient pas il y a 5 ans et qui aujourd'hui sont disponibles. C'est ça. Structurée en suivant forcément les normes. Tu as évoqué les normes Franck. Aujourd'hui, il y a ces différentes normes, la ISO 19650, les normes IFC, etc. L'idée, c'est de se dire, on va s'appuyer sur ces normes-là pour rendre cette donnée accessible, mais aussi lui donner de la valeur ajoutée. Et donc, c'est la fiabilité qui joue là. Exactement. Donc, il y a en fait ce qu'on pourrait appeler une métadonnée, tout du moins une donnée associée à la donnée. Tout à fait. Et le niveau de fiabilité de l'information qui l'a transmise. À quel moment et est-ce qu'elle est toujours fiable pour en faire ce que je veux faire, quoi. En fait, de quelles données j'ai besoin, à quel moment de la vie de l'ouvrage, qui va me fournir cette donnée-là et du coup, qui en est le responsable de la fiabilité, comment moi je m'assure de sa fiabilité. Ça, c'est important à ce moment parce que du coup, vous introduisez une notion qui n'existe pas dans la loi,
qui est la responsabilité sur l'information transmise. Vous, ce que vous êtes en train de dire, c'est, monsieur le promoteur, vous allez me transmettre des informations issues de vos industriels, de vos maîtres d'œuvre, de vos entreprises. Quel est le niveau de responsabilité que vous prenez sur la fiabilité de cette information? Tout à fait. Voilà. Donc là, vous introduisez une notion qui nous nécessite d'être réfléchie dans l'aspect contractuel aussi. Tout à fait. Et vous avez déjà réfléchi à cet aspect contractuel? Nous, aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est comme on a une partie de maîtrise d'ouvrage directe et une partie de réhabilitation. Donc, ce qu'on a trouvé aujourd'hui comme solution, c'est vraiment contractualiser les maîtrises d'œuvre. Et les contractualiser directement les maîtrises d'œuvre en leur rajoutant une contrainte avec les entreprises. Notre vis-à-vis, nous, c'est le maître d'œuvre. Donc, contractualiser tout ça très en amont, dès les appels d'offres. Donc, se dire aujourd'hui, avant de partir dans une consultation, voilà nos demandes. Est-ce que vous êtes en capacité de répondre à nos exigences? Si oui, vous devez aussi vous engager à voir les partenaires qui seront en capacité de répondre à ces exigences-là. Donc, des clauses miroirs. C'est ça, tout à fait. De se dire, vous êtes notre vis-à-vis, c'est ce qu'on demande. Vous vous engagez à le fournir, vous vous engagez aussi à vous Donc, munir. quelque part, les promoteurs avec qui vous travaillez en VFA, vous leur demandez la même chose? Pas encore aujourd'hui. Mais ça pourrait venir. Exactement. Donc, et c'est d'où l'idée de réflexion. Exactement. C'est l'idée de cette réflexion-là, de se dire, aujourd'hui, on fait tous le même métier. Et nous, bailleurs sociaux, et vous, promoteurs, on construit. Donc l'idée, c'est de se dire, aujourd'hui, on construit tous des logements. L'idée, c'est d'avoir des logements qualitatifs, d'avoir des logements à moindre coût, mais qui restent qualitatifs. Comment on pourrait travailler tous ensemble? Comment on pourrait structurer et donner de la valeur à ces informations-là pour nous accompagner dans notre activité? Donc l'idée, c'est ça. Et nous, en tant que bailleurs, à la finalité aussi d'avoir des informations structurées qu'on pourra injecter dans notre SI et être sûr de pouvoir maintenir ces informations-là dans la durée. C'est ça. Donc, on partirait, comme je vous ai dit, on est parti de la réflexion d'avoir de la donnée accessible dans une maquette numérique, mais c'est une partie de la donnée. Parce que la donnée pourrait être de l'alphanumérique, de la donnée géométrique, mais aussi des fiches techniques. C'est de se dire aussi... Ou des liens hypertextes, exactement. Comme ça a été dit là. C'est de se dire, aujourd'hui, on a une maquette, mais on a aussi un DOE. Donc, il ne faut pas tout mélanger, de se dire, on va tout mettre dans une maquette numérique. Surtout pas. Exactement. J'ai été le premier à le dire il y a 10 ans, mais à coup de pas, je me suis totalement planté, c'était une erreur grave. Mais c'est de se dire... Une maquette numérique, c'est une plateforme de maquettes, d'éléments, avec une structuration qui permet d'accéder à l'information sous-jacente, comme un site Internet. Comme Internet, en fait, finalement. Tout à fait. C'est vraiment une base, une première base, dans laquelle on aura plein d'informations qui sont principalement liées à la géométrie de l'ouvrage. Donc ça, on pourrait y avoir accès facilement grâce à cette maquette, enfin, on va dire intelligente. Donc à cette maquette intelligente, à cette base de données qui est la maquette numérique, mais en plus l'agrémenter au fur et à mesure avec d'autres informations qui pourraient être les fiches techniques, qui pourraient être le DOE, etc. Donc il y a une double réflexion et sur la maquette DOE, et ensuite vraiment la rétrograder, on va dire, en maquette APS, APD Pro, etc., jusqu'à arriver au DOE, mais aussi sur la structuration même du DOE numérique pour pouvoir créer des connexions. Et là, on revient à ce que disait Pascal, c'est-à-dire qu'effectivement, vous nous dites, moi, même avant la signature de l'acte authentique, je vais avoir besoin d'informations, certes, qui ne sont pas du tout les mêmes, avec le même niveau de détail que le carnet d'information du logement. Tout à fait. Mais je vais quand même avoir besoin d'informations. Et la première d'entre elles, pour citer un exemple très concret, c'est le poids carbone. Tout à fait. De l'ouvrage que vous demandez dès le départ, juste au moment de la PS quasiment. Tout à fait. Avec une première évaluation du poids carbone. Tout à fait. Mais l'idée, c'est de se dire, aujourd'hui, nous, on a besoin de l'information, mais on ne va pas vous contraindre. Vous aussi, vous aurez besoin de cette information-là. Donc l'idée, c'est d'être dans un schéma de partenariat et d'échange. Nous, on va l'utiliser, par exemple, pour fiabiliser l'économie de la construction, pour vérifier la programmation. C'est des usages aussi qu'un promoteur fait. Donc de se dire, on va échanger ces informations-là. Cette structuration-là, elle doit être bénéfique à nos métiers, à nos deux métiers. Donc comment on est allé sur cette structuration. On a commencé, je pense que c'est logique, par la gestion, exploitation et maintenance. On va exploiter nos bâtiments sur les 50 années à venir après réception. On va les rénover, on va les réhabiliter, etc. Donc on s'était dit, c'est là où on va devoir avoir un grand flux d'informations. Mais c'était aussi de se dire, même en gestion, en exploitation et maintenance, on n'aura besoin que des données qu'on serait capable de mettre à jour. Ça ne veut rien dire de mettre une donnée qu'au bout de 1 mois, elle serait obsolète. Avec le flux, avec ce qui se passe dans un bâtiment, il fallait être sûr que tout ce qu'on garde, tout ce qu'on demande,
on serait dans la capacité de le mettre à jour dans le cadre. Ce qui est aussi fondamental, parce que c'est le seul moyen de préserver l'accessibilité à l'information. À la fiabilité. Parce que si elle n'est pas si vous n'accédez pas régulièrement à l'information, les versions de logiciels ne sont pas mises à jour, et au bout de... vous avez tous fait le test, je pense, autour de la table, ou les auditeurs qui sont autour de nous, essayez de récupérer un plan digital d'une opération, alors, allez, je vais être sympa, d'il y a 10 ans, vous avez à peu près 0 chance de réouvrir les plans. Tout à fait. Oui. C'est pour ça qu'on s'est basé un peu sur aussi la norme IFC. Sur l'IFC, on va dire aujourd'hui, c'est une valeur sûre qu'on peut avoir. Donc l'idée de se dire, on va s'appuyer sur ce format OpenBIM, mais aussi, on va s'appuyer aussi sur nos ERP, dans lesquels on aura les informations. En partant de la gestion d'exploitation, on s'est rendu compte qu'en fait, la donnée, elle pourrait avoir de la valeur très en amont. Pour nous, en tout cas, on l'a testé en simulation financière pour savoir si on allait, en tout cas dans le cas des projets de MOD, si on allait partir sur l'achat ou pas d'un terrain. Donc cette donnée structurée nous permet de faire des simulations financières très rapidement, grâce à des surfaces, des informations qui sont accessibles. Après, ça sera vraiment au niveau du programme, de la programmation. On a même testé du remplissage automatique du CERFA. Type du CERFA de permis de construire. Permis de construire. Et déclaration d'axe foncière. Les H2. Le fameux H2. Qui est rempli automatiquement. Oui, qui est rempli automatiquement, enfin pré-rempli, je dirais, parce qu'on est sur 80% des données nécessaires pour un formulaire H2 qui se trouve déjà dans une maquette, je dis bien structurée. Ensuite, on a essayé de tester tous les métiers aujourd'hui, en tout cas, qu'on a pour un bailleur social. C'est calcul de loyer, la commercialisation, la mise à l'habitation, le chiffrage, la programmation qualité. Et donc, par rapport à cela, on a établi ce qu'on appelle, nous, une cartographie des données, c'est-à-dire un modèle de structuration des données qui part de l'information qualifiée qui est nécessaire pour les métiers. Elle sera traduite en données dans une maquette numérique, données alphanumériques. Et ce que vous voyez ici, c'est vraiment le schéma global, c'est le fruit de 3 ans de travail. Donc on a élaboré une cartographie qui se transforme en matrice pour le volet contractuel, comme je vous dis, Franck, parce que l'idée aussi est de se dire, si on veut avoir un DO structuré, il faut commencer très en amont. Sur la demande dans le contrat. Sur la demande dans le contrat. Donc se dire aujourd'hui, si on a besoin de 100% des données en phase DOE, on va commencer à demander les données en phase APS. C'est sûr que ce ne sera pas les mêmes données parce que le projet, il évolue. On a fait un test sur ce qu'on demande en APS par rapport à ce qu'on attend, on est sur 7% de la donnée. Donc se dire qu'au fur et à mesure de l'avancement des phases, il y a les données qui vont se concaténer et ne pas laisser la charge d'avoir une demande très développée en phase DOE nous permet vraiment de fiabiliser les données par phase et de aussi faciliter la tâche au maître d'œuvre. De se dire aujourd'hui, je vais mettre une partie, ensuite ça va être la partie. Mais ce travail-là aussi émane de la cartographie. De se dire qui a besoin de cette information-là, à quel moment de la phase du projet et pourquoi en faire, pour quel outil, pour quel métier. Donc ça permet aussi de se dire, une surface, elle est nécessaire pour les simulations financières très en amont, mais par contre, cette surface-là, elle va être utilisée par la commercialisation en phase pré-DOE. Donc, c'est pas à ce moment-là qu'on va lui donner à la pré-commercialisation. De se dire à quel moment on donne l'accès à l'information au métier. Et ce qui nous permet donc d'arriver sur toute la question qui se pose, et qui est la bonne d'un de nos interlocuteurs, DOE, dossier des ouvrages exécutés, carnet d'information du logement. La même chose, pas la même chose. Je crois que dans le schéma d'après, vous avez donc là, comme je vous ai dit, c'est un peu le schéma global. Aujourd'hui, on s'est basé sur les informations de la maquette numérique. Pour rappeler aussi un peu, partir sur la fiabilité, il y a le contrôle via un checker qui nous permet de... Je vous arrête, parce que beaucoup de nos auditeurs disent « Oui, mais attendez, moi, la maquette numérique, j'y suis pas. » Donc, est-ce que là, vous êtes en train de nous dire que pour... valoriser un ouvrage vendu au logement social, vous avez déjà des préconisations sur la manière dont le promoteur doit structurer la maquette numérique avec ses architectes ? Tout à fait. Nous, en fait, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on fournit ce qu'on appelle le dossier numérique, le dossier BIM d'une opération à un maître d'œuvre. Ça peut être le même pour un maître d'ouvrage. Exactement, ça peut être le même pour un maître d'ouvrage et qu'aujourd'hui on est en mesure de le mettre à disposition de nos promoteurs en leur disant on a déjà travaillé la contractualisation avec nos maîtrises d'œuvre pour avoir ça, c'est ce qu'on vous met à disposition pour que vous puissiez aussi de votre côté contractualiser avec vos maîtrises d'œuvre. Et donc valoriser l'information. Tout à fait. Mais aussi on leur met à disposition les outils qu'on a développés. L'automatisation, c'est ce qui
C'est le plus important, je pense. Sans vouloir défendre le sujet, c'est un sujet qu'on abordera pour ceux qui le souhaitent. Vous êtes tous invités sur BIMworld les 5 et 6 avril à Paris, porte de Versailles. Et ça fait partie des choses sur lesquelles nous irons plus en détail sur la structuration de l'information lors de BIMworld. Et il y a des conférences prévues. Vous pouvez vous inscrire sur le site de la FPI. Donc j'en profite moi aussi pour faire de la réclame sur nos autres... Tu n'es pas le premier, Franck. Qu'on avance. Ouais. Donc, maquette numérique et DO numérique. Comme je vous ai dit, on a la maquette, qui est quelque chose de demandé, qui n'est pas aussi démocratisé, on va dire, aujourd'hui. Mais on a le DO numérique qui est en parallèle. Alors, beaucoup de nos interlocuteurs nous disent « Ouais, mais alors, on a déjà du mal à obtenir les documents du DOE. Comment je vais faire pour avoir toutes les informations, la fiche produit industriel, comment ça se passe? Nous, ce qu'on a fait, ce qu'on a mis en place, c'est on a mis un modèle de structuration de DOE. Ça fait peur, ça. Je vous donnerai. Non, c'est vraiment, c'est un travail qui a été fait. Je vais vous rassurer. Là, vous nous mettez un tableur Excel. Oui, c'est un tableur Excel. Il n'y a pas autant de lignes que ça. On s'était dit aujourd'hui, c'est pour ça que je vous ai dit, voir le besoin concret était très important. Avoir des DOE, soit sous format carton que personne ne voit, ou ce format numérique que personne n'ouvre, des zips dans des zips, c'est ce qu'on a aujourd'hui, ça servait à rien. Donc on s'était dit, il y a aussi une réflexion de se dire qu'est-ce qu'on attend dans un DOE et pourquoi on l'attend. D'accord, et donc c'est ce qui est intéressant. C'est ce qui est intéressant. C'est le tableau qui est à gauche de l'écran. C'est vraiment les lots. On a défini des lots aujourd'hui. Et le niveau d'information que vous attendez par lot. Tout à fait. Donc c'est vraiment, on s'est arrêté au strict besoin, qui répond aussi au carnet d'information du logement, forcément parce qu'on est face à du logement, mais aussi qui nous permet aussi d'avoir des garanties, des assurances de nos ouvrages. D'accord. Parce qu'on va les traiter. Et de se dire, dès le départ, on expose ça, c'est ce qu'on demande. Ça permet aussi au maître d'œuvre, on revient au volet contractualisation, de commencer à concaténer son DO dès le départ, en se disant, je sais, j'aurai ces 18 lots. Oui, donc en fait, finalement, pour répondre à la question, dans votre contrat avec le maître d'œuvre et les entreprises, vous donnez ce tableau. En disant, voici les informations que je vous demanderai à la fin. Et d'ailleurs, il y a souvent des retenues de garantie sur la fin de l'ouvrage. Et vous pouvez en faire, du coup, un élément libérateur de la retenue de garantie. Tout à fait. Et c'est la même chose qu'on demande même au niveau de la maquette numérique. C'est vraiment deux choses liées. Et là, il n'y a pas de surprise, puisqu'on sait dès le début. C'est ça. Voilà ce qu'on demande et rien d'autre. Il n'y a pas de redondance aussi. Ce qu'on demande ici, on ne le trouvera pas dans la maquette. Vous ne le redemandez pas ailleurs. Exactement. Vous ne le redemanderez pas en deux manières différentes dans le cas d'information. C'est structuré. J'étais en train de penser qu'il serait peut-être pertinent dans ce tableau-là d'ajouter l'information que telle information est obligatoire dans le carnet du logement, dans le carnet d'information. C'est une réflexion, oui, c'est vrai, c'est une réflexion à faire. Identifier plutôt les usages en disant ça c'est pour la... Parce que nous, en amont, on a réfléchi aux usages. Donc ce qu'on a défini aussi, il y a des réunions, on a vu les différents métiers, vraiment c'était des choses réfléchies. C'est un travail qui s'est fait sur une année via des ateliers pour définir ce qu'on attend. Et l'idée c'est d'aussi rajouter, si nous on sait, l'usage à chaque fois. Je vais mettre un pavé dans la mare. Est-ce que demain, on ne pourrait pas travailler ensemble à que cette liste soit standardisée pour tous les opérateurs de la place? J'ai envie de dire, Franck, c'est l'objectif. C'est la finalité. Si vous êtes tous d'accord, et si nos adhérents, et j'attendrai leur retour, sont d'accord, ça peut être une solution de facilitation pour tout le monde. On a une liste standardisée qui ne dit pas ce qui doit être dans la liste. C'est un peu comme le plan comptable, en fait. Vous avez un plan comptable qui est bon pour tout le monde, ce qui ne dit pas à chacun qu'on doit remplir toutes les lignes du plan comptable. Mais il y a bien un plan comptable qui permet de réagir et de régir le sujet. D'accord. Et nous, de notre côté, tout est mis à disposition, Franck. D'ailleurs, j'enverrai tout... on le mettra à disposition. On mettra à disposition de nos adhérents qui pourront télécharger les éléments complémentaires après cette session, comme on le fait d'habitude. Les données, avoir accès à une donnée, parce que comme on le sait, vous avez, je pense, vu au niveau des ateliers que vous avez menés, la plus grande contrainte, c'est d'avoir accès à une donnée fiable. Donc si aujourd'hui on arrive à avoir cette donnée fiable et accessible, ça va nous ouvrir plein de portes en fait. On va pouvoir, là c'est quelques usages que nous en tout cas on va expérimenter cette année. La continuité numérique, ça c'est déjà effectif. Aujourd'hui le schéma global que je vous ai montré, il est effectif. Et j'ai envie de vous dire aujourd'hui que même les maîtres d'œuvre jouent le jeu.
On est face à des... Oui, parce que ça leur facilite la vie, Tout en fait. à fait. Finalement, Tout ça à leur fait. évite de faire 3 fois la même chose dans des formats différents. Tout à fait. Et aujourd'hui, on arrive à avoir des taux de conformité à 80 à 70% dès la phase APS. Ce qui est énorme aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment un checker automatique qui le dit. Hein. C'est un outil de contrôle automatique. Cette année, on va commencer à étudier, on l'a déjà commencé, mais un outil qui nous permet de calculer le poids carbone de nos immeubles grâce aux données structurées de la maquette numérique, mais aussi d'avoir une visibilité globale sur l'ensemble des projets de construction. Se dire aujourd'hui, j'ai 20 projets en construction. Alors, du coup, par rapport à toutes les données que vous avez, la fiabilité de l'information, finalement, ça peut être soit de l'information non fiable, c'est-à-dire juste une information, oui. soit une information dont la fiabilité est assurée par celui qui transmet l'information. Tout à fait. C'est lui qui décide. Qui initie l'information. C'est celui qui initie, qui donne la fiabilité. Donc c'est par exemple l'industriel, on l'a vu tout à l'heure, on va reprendre l'exemple d'Acova, qui met le lien hypertexte auprès de l'entreprise, puis du maître d'œuvre, du radiateur qui a été mis en œuvre. C'est lui qui initie. Et c'est lui qui est responsable de la fiabilité de l'information du radiateur, in fine. Pas du tout le maître d'ouvrage, pas du tout le maître d'œuvre, pas du tout l'entreprise, mais bien l'industriel qui dit j'ai bien livré ce radiateur. Tout à fait. Et c'est bien ce radiateur-là qui est mis en œuvre. Et voici comment il doit être utilisé, maintenu, etc. Et il en assume la responsabilité. Je vois que Manuel hoche la tête, donc je suppose que c'est ce qui... Je peux vous dire que j'ai mis, en tant que vice-président, de mettre à votre disposition pour échanger, pour arriver à bien cibler ça et bien les résumer, comme vous avez bien dit. Donc, n'hésitez pas à me contacter à l'issue de cette réunion pour pouvoir prendre ensemble et créer quand même, vous aider à créer cet espace de manière beaucoup plus dynamique et comme Franck le dit très bien, avec l'engagement des industriels directement sur leur site et sur leurs produits qu'ils connaissent chacun d'entre eux très, très, très bien, croyez-moi. Et donc, du coup, ça répond à la question, pas de contrôle. Pas besoin de contrôle, si ce n'est de contrôler la structuration, oui, c'est ça, tout à fait. Mais aucun contrôle sur la formation elle-même, puisque c'est chaque personne qui met la responsable de l'information qui en est responsable. Ouais. Et donc, il n'y a pas de contrôle. Tout à fait. Personne, le maître d'ouvrage ne prend pas du tout, c'est un point important pour nous, ne prend absolument pas la responsabilité des ouvrages mis en œuvre. C'est chacun dans sa mise en œuvre qui en prend la responsabilité. En fait, le fait de... Ça, c'est super important, parce qu'en termes de responsabilité, c'est un sujet qui a souvent été évoqué, mais d'ouvrage ne peut pas être responsable de l'information. Donc c'est bien, et j'insiste, c'est bien chaque personne qui met une information, et ceci est traçable, évidemment, on sait qui a mis quoi à quel moment, donc c'est chacun qui met une information qui en est responsable. D'où, comme je t'ai dit Franck, d'où ce que j'ai exposé, tout ce travail de cartographier les informations, de se dire qui va utiliser l'information, mais qui va l'initier. Donc, il y a une double responsabilité aussi dans l'initiation de l'information, mais aussi nous, en tant que bailleur, c'est dans la mise à jour de l'information. Et c'est là aussi on revient au CL, c'est que la responsabilité, elle va passer au propriétaire. Après, elle majeur sur la mise à jour. Tout à fait. Il va prendre une responsabilité sur la mise à jour. Donc là où il y a aussi quelque chose à voir, c'est que est-ce que cette information-là a été mise à jour ? Sinon, elle est encore sous la responsabilité de la personne qui l'a initiée. Oui, mais si comme elle n'a pas été mise à jour au bout d'un certain temps, pareil, je reprends l'exemple d'Acova que j'adore, j'ai mis un radiateur à l'instant T, si personne n'a mis à jour au bout de 5 ans, c'est peut-être un autre radiateur qui est dans le logement. Et donc, il n'y a plus de possibilité de venir revoir Acova. On va faire simple. Acova est responsable de l'information qu'il a mis dans le carnet numérique pendant 2 ans, qui est la durée de sa garantie biennale. Ouais. Après, basta, sauf si quelqu'un a bien vérifié, et le propriétaire en est responsable, que c'est toujours ce radiateur-là qui est mis en œuvre. Mais on ne peut pas venir chercher Acova au bout de 10 ans sur finalement un radiateur qui est peut-être d'une autre marque, parce qu'il a été remplacé entre-temps. Et ça, c'est vraiment fondamental de bien insister là-dessus. Je reprends la main parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, Asma, et merci à tous sur ces sujets, parce que je voulais aussi vous partager avec vous que ce travail ne se fait pas uniquement au niveau du logement, et il se fait aussi au niveau du tertiaire. Et vous avez l'Alliance immobilière pour la continuité numérique, dont la Fédération des promoteurs est membre, et qui travaille, elle aussi, et vous avez pu échanger dans les ateliers de cette alliance. Et donc, il y a notamment une thématique qui est le dossier des ouvrages exécutés, avec pour objectif aussi de remplir toutes ces ambitions. Parce que quand on va parler taxonomie dans quelques semaines, on va aussi parler de traçabilité et de la performance énergétique et carbone. Et pour y arriver, on a besoin d'avoir un DOE
évidemment. Donc, vous voyez, tout ça s'y retrouve. Et donc, l'Alliance immobilière pour la continuité numérique fait la même chose avec l'Institut Fidji, Smart Building Alliance, la Fédération des foncières, qui sont vos collègues pour le tertiaire, et puis les associations d'exploitants, CIPEMI, et les property managers, qui sont les exploitants dans le tertiaire. Et on voudrait faire la même chose avec les exploitants dans le logement, Synamom, pour les citer. Voilà où nous en sommes. Alors, là aussi, on va monter, on change d'échelle. Cléa, vous travaillez, Bertrand, au sein d'un programme financé par la Commission européenne. Oui, un mot rapide. Donc, c'est extrêmement important d'avoir à l'esprit que le sujet du carnet du logement, c'est pas un sujet franco-français et que l'Europe, effectivement, a un projet de directive en réflexion. D'où notamment ce programme d'expérimentation pour démontrer la valeur ajoutée des dispositifs que l'Europe appelle le Digital Logbook for Building. Et donc, il y a plusieurs pays qui travaillent là-dessus. Donc, Cléa, nous, on représente la France dans cette équipe-là, mais il y a plusieurs équipes. Et d'ailleurs, chaque pays a son approche. Hein. Il y a des pays où c'est extrêmement centralisé, où ce sont les agences d'État qui prennent la main avec des bases de données nationales. Je vous ai mis un schéma. En fait, les carrés verts, c'est le niveau par pays. C'est ton fichier Excel. Comment c'est juste pour vous montrer. C'est pas l'idée, pas de le commenter. C'était vraiment pour vous montrer en appui du discours de Bertrand l'hétérogénéité de l'approche sur le sujet par les différents pays, puisque vous avez les sujets traités sur les lignes et les pays sur les colonnes. Et vous voyez que c'est très hétérogène et chacun y va. Donc justement, la volonté de l'Europe, c'est d'amener de l'harmonisation. Voilà, dans la mesure du possible, et d'harmoniser tout ça à l'échelle européenne. Donc ça, c'est quelques éléments de l'équipe dans laquelle on est. On est piloté par l'université de Delft, très présente sur ces sujets-là. Et on travaille, nous, en particulier, sur des sujets de collection base de données nationales, type BDNB du CSTB, ou base des DPE, ou ce type. Alors la BDNB, c'est la base de données nationale des bâtiments. Merci. Qui a été fabriquée par le CSTB et qui a pour objectif à un moment de collecter la donnée du bâtiment. Donc vous pouvez déjà la tester. Hein. Vous y trouverez par exemple sur votre logement, sur chaque logement en France, le diagnostic de performance énergétique soit réel, soit simulé. Et l'objectif est donc de collecter le plus d'informations possible à l'échelle du logement, ce qui amène aussi à des réflexions sur l'identifiant unique du logement, qui est traité par ailleurs. Les travaux de l'hygiène, cartographie au lidar à 5 cm près de toute la surface de la France. Voilà, on voit qu'il y a aussi une synergie qui va se faire entre et ça va avoir un impact sur les plans d'urbanisme, parce que vous allez avoir des collectivités qui vont avoir les outils pour cartographier leur territoire, cartographier les bâtiments, les logements et des informations sur le logement, d'où ce fameux Digital Building Logbook que la Commission européenne veut pousser. Voilà, donc vous l'avez compris, le carnet d'information du logement tel qu'on vous l'a présenté aujourd'hui, ça n'est qu'une toute première étape. Voilà, ça va bouger. Alors, aussi une étape super importante, je ne m'attarde pas non plus là sur le schéma, c'est ce qu'on appelle le Digital Product Passport, qui concerne évidemment nos industriels du GIP, parce qu'ils nous disent qu'ils font ça pour nos beaux yeux, mais derrière, il y a quand même une réglementation qui les pousse à sortir le Digital Product Passport, et donc la continuité dans le temps de l'information, des liens hypertextes transmis, etc. Donc là, encore une fois, l'objectif, c'est pas de lire les sujets, c'est vous montrer l'hétérogénéité et les évolutions. Et donc, on en arrive à la conclusion. Un document de plus qui coûte et qui finit dans une armoire ou un outil valorisable? Tout dépend du point de vue tout dépend de la personne qui l'édite et qui le met à jour. Si ça donne une plus-value, pour moi, pour le rendre valorisable, il faudra qu'il ait une plus-value au moment de la vente. C'est ce qui va pousser le propriétaire déjà à le maintenir à jour. Donc si on arrive à mettre cette notion que c'est une plus-value au moment de la vente, je pense qu'il pourrait être valorisable. Et il y a un acteur clé dont on n'a pas parlé, c'est le notaire, qui a un rôle majeur à jouer dans cette sensibilisation des propriétaires au moment de la mutation. Oui, donc il faudrait peut-être former les notaires à ceci est un carnet d'information passif, prenons ce mot-là, qui n'engage personne, ou ceci est un carnet d'information dynamique, et donc vous avez dans les deux cas respecté la loi. Il y en a un où vous le rangez, vous ne le ressortez pas, il y en a un autre qui est dynamique, vous pouvez l'utiliser. Peut-être ça comme formation qu'il faudrait faire avec nos amis notaires.
Moi, je pense que c'est une opportunité parce qu'en fait, on va donner aux particuliers quelque chose, quelque part, qu'il n'avait pas avant. Avant, il était connecté à des espaces clients d'industriels. Et là, on va lui donner tous les éléments qui vont être dans son cadre d'information du logement et il va falloir l'accompagner pour l'utiliser au mieux et valoriser son bien tout au long de sa vie. Ça, je pense que c'est quelque chose de nouveau et c'est un challenge qu'on a devant nous avec les produits qu'on propose. Ouais, en synthèse de mots, voilà, ça apporte de la connaissance. Voilà, c'est un dispositif qui contribue à améliorer la connaissance du logement et puis et qui valorise et qui maximise la valeur aussi du logement dans la transaction. Voilà, tout ça c'est... Donc vous l'avez compris, des travaux que nous allons tenter... On ne vous entend pas, Manuel? Oui, là c'est bon, j'ai mis le micro. Pour nous, les industriels, nous pensons que c'est une opportunité, mais en même temps, c'est une obligation. Lors de livraison des bâtiments, quand on va livrer ces logements-là, il va falloir expliquer, prendre un tout petit peu plus de temps pour expliquer cet outil très important pour la vie du logement et pour la vie de ceux qui vont vivre dedans, parce que c'est un vrai outil, c'est une vraie opportunité que nous avons aujourd'hui face à nous. Et donc, il va falloir nous aussi nous éduquer à bien expliquer lors des livraisons, bien accompagner nous, industriels, à vous, lors des livraisons aussi, pour expliquer ces carnets, ce qu'ils contiennent et la manière dans laquelle ils peuvent vivre derrière et puis peuvent s'en servir pour améliorer son logement, au minimum maintenir la qualité que ça a été livré au jour J. Donc, une vraie opportunité, mais à nous aussi de nous remettre en question pour pouvoir mieux accompagner, mieux expliquer comment ça fonctionne, ces livrets. Donc, une vraie opportunité. D'où toute la nécessité d'expliquer le maintien de ces liens hypertextes vers les catalogues des industriels, la durée dans le temps, la manière dont vous arrêtez peut-être de conserver une information chez vous qui doit être retransmise au propriétaire à un instant T parce que vous n'en gardez plus l'archivage ou bien vous vous engagez à l'archiver. Bref, vous voyez tout un tas d'enjeux. Encore une fois, écoutez, je vais rebondir sur le dernier commentaire. Nous en reparlerons plus en détail le 5 et 6 avril pendant BIMworld. On sera amené à se reparler, et j'en suis sûr, avec les premières évolutions de vos outils, la manière dont vous traitez ces opportunités, la manière dont peut-être nous allons pouvoir travailler ensemble à la standardisation des outils numériques et de la liste d'informations à transmettre et qui deviendra peut-être un standard de place si on arrive à se mettre d'accord au bénéfice des promoteurs, des maîtres d'œuvre et de tout le monde, parce qu'il vaut mieux le dire une fois que plusieurs fois dans plein de formats différents. Et puis surtout, du coup, de permettre à nos acquéreurs, professionnels ou particuliers, d'avoir un service à valeur ajoutée qui ne sera qu'au bénéfice de l'image de notre profession et du service que nous apportons à nos concitoyens en leur donnant un logement de qualité et performant dans la durée. Un grand merci à mes collègues sur place, un grand merci à Manuel en duplex, merci aux équipes techniques qui ont été super, merci à vous, merci à nos auditeurs, vous étiez plus de 200 ce matin. Un grand merci à vous parce que c'est une réussite grâce à vous, grâce à vos commentaires, grâce à vos retours. Et nous restons à votre disposition à la Fédération des promoteurs pour améliorer le livret d'accueil, pour vous répondre sur les sujets juridiques et techniques. Et merci, un grand merci à mes collègues de la Fédération, Sophie Mazoyer et Bérangère Joly nommément, et tous les autres qui m'ont accompagné pour ce live. À très bientôt, bonne fin de journée et bon week-end.